Quand on a 10% de la population qui souffre de troubles dépressifs, dont environ 40% qui sont résistants au traitement, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé le bon traitement pour eux, qu'on mette le paquet quand même pour essayer de trouver des traitements qui leur conviennent. Et je vois pas pour quelle raison on dépenserait des millions d'euros pour sauver la vie de quelqu'un qui a un cancer en phase terminale, etc. Pourquoi sa vie vaudrait plus que celle d'un jeune de 30 ans en dépression résistante qui va mourir dans l'année en se suicidant? Il n'y a aucune raison en fait. Et on va aller un peu plus loin. La psychiatrie fait le lit des autres pathologies. Les patients, quand ils ont des troubles dépressifs, anxieux, etc., ils vont avoir tendance à plus fumer, plus boire, etc. Donc en fait, dans la morbimortalité liée par exemple au cancer, en fait, à la racine de ça, souvent il y a un trouble addictif par exemple, ou un trouble psychiatrique. Si on traitait mieux les patients qui souffrent de troubles psychiatriques et addictifs, on traiterait une grosse partie des problématiques liées au cancer à la racine. Les dégâts des troubles psychiatriques sur l'espérance de vie, sur la trajectoire de vie, sur la qualité de vie, etc., on devrait élargir notre arsenal thérapeutique. Et donc il va falloir faire quelque chose si vraiment on veut que la psychiatrie reprenne sa place, clairement. Il est important que vous écoutez cet épisode. Les problèmes de souffrance que les gens ont ne se limitent pas simplement à recevoir les bons conseils. C'est important d'avoir une vision d'ensemble. Quelle est la situation de la psychiatrie en France? Quelle est la compréhension sociale et politique que nous avons de la souffrance mentale? Pourquoi on soigne si mal les gens dans nos pays? Pourquoi il y a un vrai scandale autour de la psychiatrie dont vous ne soupçonnez même pas l'existence? C'est pour ça que j'ai invité le psychiatre Alexis Bourla, qui lutte sur tous les fronts pour aider ceux qui souffrent à aller mieux. Il y a plein de possibilités, il y a plein de recherches qu'il faut faire, il y a plein d'espoir. Il est temps, collectivement, d'amener un changement. Moi, je suis Fabrice Midal, philosophe. Mon dernier livre, Empêcher que le monde ne se défasse, 19 leçons de résistance. Il faut aider ceux qui souffrent à aller mieux et c'est possible. Voilà ce que je vous propose d'explorer dans cet épisode. Vous êtes sur Dialogue, vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Alexis. Bonjour. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir parce que vous êtes un psychiatre très engagé sur plein de fronts et ça fait plaisir de voir un psychiatre engagé à essayer de défendre ceux qui souffrent aujourd'hui et d'être un peu leur porte-voix. La situation de la souffrance psychique est complètement méconnue, mécomprise. On en parle un peu, mais on est un peu à côté de la plaque. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'état de la souffrance psychique? Et on veut dire ça aussi, peut-être faut le dire, pour que tous les gens qui souffrent se sentent moins coupables ou moins bizarres. Vous avez parfaitement raison de dire que c'est quelque chose qui est mal compris, alors qu'on en parle beaucoup. La psychiatrie, c'est 2 années de suite la grande cause nationale. Et en réalité, ce qu'on constate, nous, c'est qu'il n'y a absolument rien qui change dans la prise en charge, dans la stigmatisation, etc. Alors, il se passe un certain nombre de choses malgré tout. Il y a des choses qui avancent, mais on a le sentiment que ça avance pas assez vite et que ça reste une spécialité mal comprise, très stigmatisée, avec des patients qui restent vraiment en souffrance longtemps et dans des parcours de soins qui sont absolument pas structurés. Et la France, c'est un pays où très souvent on dit qu'en médecine, on a quelques années de retard par rapport à d'autres pays. En psychiatrie, on a presque des décennies de retard. Et ça, c'est un scandale. C'est absolument pas normal que les patients qui souffrent de troubles psychiatriques soient maltraités, mal suivis. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est le poids des troubles psychiatriques. La psychiatrie, actuellement, c'est la spécialité qui est la plus pourvoyeuse de morbimortalité. C'est-à-dire que le poids des maladies psychiques dépasse de loin celui des cancers et des maladies cardiovasculaires réunies. Donc les gens ont du mal à comprendre ça. C'est clair, ça fait un choc. Ça fait un choc. On se dit, c'est quand même énorme. On pense en gros que la psychiatrie, c'est pour les gens Alors, il y a 2 visions de la psychiatrie, moi je trouve, dans le discours et dans la représentation des gens. Il y a des gens qui ont une vision de la psychiatrie comme étant quelque chose où on enferme les gens pour des pathologies extrêmement graves. Il y a des gens qui considèrent que la psychiatrie, c'est les troubles psychotiques, les troubles schizophréniques, etc. Ils ont une vision de la psychiatrie, y compris parfois parmi les professionnels de santé qui, quand ils viennent me visiter dans le cabinet, me disent « Ah, ici c'est un endroit pour les fous ». C'est vraiment très particulier de dire des choses comme ça. Mais il y a cette vision que la psychiatrie, ça s'occupe des gens qui ont des troubles avec la réalité, qui en gros, les troubles psychiatriques, psychotiques.
il y a d'autres personnes qui confondent plutôt psychiatrie et psychologie. Et qui, du coup, au contraire, vont avoir une sorte d'atténuation et qui disent « Bon, la psychiatrie, on s'en fiche un peu, c'est pour des gens qui sont un peu fragiles et qui sont un peu en souffrance, qui sont un peu tristounes, etc., qui confondent déprime et dépression, qui ne vont pas du tout comprendre. » Donc, il y a ces deux imaginaires-là qui parfois se télescopent et se coïncident. Il y a certaines personnes qui arrivent à avoir les deux visions en même temps, c'est-à-dire ils se disent à la fois la psychiatrie, ça sert à traiter des choses pas très graves, et en même temps, ça sert à traiter des troubles psychotiques extrêmement graves. Et il y a absolument une vision médicale de la psychiatrie. C'est-à-dire que les gens, parfois, alors, il faut savoir que dans le public, il y a quand même encore des gens qui ne savent pas que les psychiatres sont médecins, ce qui est quand même incroyable en 2026. Et ils n'ont pas une vision de la psychiatrie, c'est une maladie du cerveau. Et ça, c'est important, il faut quand même rappeler ça. La psychiatrie s'occupe des maladies du cerveau. C'est un peu comme le revers de la neurologie. La neurologie, elle s'occupe du cerveau quand il est lésé, quand il y a une lésion qui est visible. La psychiatrie, elle s'occupe du cerveau quand il y a un problème fonctionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de lésion visible, mais il y a une dysfonction cérébrale à un endroit. Et on a de plus en plus de travaux en neuroimagerie, par exemple, qui arrivent à montrer les dysfonctions cérébrales, des anomalies dans les IRM fonctionnels qui montrent qu'il y a des zones qui ne s'activent pas comme il faut, qu'il y a des zones qui ne fonctionnent pas en synergie comme elles devraient, etc., etc. Et donc, il y a une vraie problématique cérébrale dans la psychiatrie. Et ça, c'est complètement nié par plein de gens. Et donc, si on arrivait à avoir une vision de la psychiatrie comme étant une discipline médicale, au même titre que la cardiologie, la neurologie, etc., probablement que ça la ferait avancer un petit peu, et sans jamais nier que la psychiatrie, c'est plus que ça. C'est-à-dire que la psychiatrie, c'est à la fois une discipline médicale, mais c'est aussi une discipline qui doit prendre en compte la société, la psychologie, etc., etc. Il y avait une phrase d'Henriet qui était assez rigolote, qui disait « Un psychologue, un généraliste et un neurologue, à eux trois, ne peuvent pas faire un bon psychiatre ». Sous-entendu, la psychiatrie, ça englobe énormément de choses. Il y a des gens qui disent, par exemple, que la médecine est une branche de la psychiatrie, et pas l'inverse. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont intéressantes à réfléchir. Mais tout ça pour dire que la psychiatrie, ça reste quand même la première cause d'arrêt de travail en France. C'est un poids qui est massif, qui est vraiment majeur, en termes de mortalité. Ça veut dire quoi, morbidité, c'est le fait de développer d'autres maladies et de développer des troubles en lien avec sa maladie. Un exemple, quand on a une pathologie dépressive, on va avoir parfois tendance à plus fumer et on va avoir tendance du coup à faire plus de cancers et des choses comme ça. Mortalité, c'est l'espérance de vie. C'est des pathologies malheureusement qui peuvent être gravissimes, avec des gens qui vont mettre fin à leur jour. Et par conséquent, il y a une mortalité à la fois en urgence et immédiate, parce qu'il y a des gens dans le cadre de bouffées délirantes, dans le cadre de crises suicidaires, etc., qui vont mourir sur le moment. Donc c'est vraiment une pathologie qui peut être grave et mortelle. Et malheureusement, il y a aussi un problème d'espérance de vie qui est lié en fait à cette morbidité associée à la psychiatrie, où on va avoir des patients qui seront plus mal soignés sur le plan somatique. Donc sur le plan, alors la psychiatrie, comme je viens de le dire, c'est un problème somatique en réalité aussi du cerveau. Mais quand je dis somatique, je veux dire ils vont avoir des pathologies cardiovasculaires plus importantes, ils vont avoir des cancers plus importants, ils vont avoir tout un tas de choses qui seront moins bien soignées. Et donc ils ont une espérance de vie dans les troubles psychiatriques sévères qui est quand même réduite de quasiment 10 à 20 ans. 10 à 20 ans d'espérance de vie en moins, dans un certain nombre de cas, uniquement parce qu'on les prend moins bien en charge. Ces gens-là, si jamais ils sont bien pris en charge, comme tout le monde, entre guillemets, leur espérance de vie, elle peut être exactement comme celle des autres. Si jamais le traitement est bien suivi, si jamais ils sont bien suivis sur le plan physique. C'est pour ça que vous parlez d'un vrai scandale. C'est un vrai scandale. C'est parce qu'on les traite mal, en fait, qu'il y a cette espérance de vie. On les traite mal, on ne comprend pas l'ensemble de ces maladies. On les relativise, on les prend pas très au sérieux. Les patients se sentent stigmatisés et en partie, malheureusement, ils le sont réellement. Et vous dites, il n'y a que 5% du budget de la recherche biomédicale qui leur est consacré. Donc c'est au fond, quand même, le discours social général, c'est que c'est quand même accessoire, alors que c'est la cause numéro 1 d'un tas de pathologies. Mais même si on va aller un peu plus loin, la psychiatrie fait le lit des autres pathologies. C'est-à-dire, comme je viens de le dire, les patients, quand ils ont des troubles dépressifs, anxieux, etc., ils vont avoir tendance à plus fumer, plus boire, etc. Donc en fait, dans la morbimortalité liée par exemple au cancer, en fait, à la racine de ça, souvent il y a un trouble addictif par exemple, ou un trouble psychiatrique. Si on traitait mieux les patients qui souffrent de troubles psychiatriques et addictifs, on traiterait une grosse partie des problématiques liées au cancer à la racine. Et donc,
c'est incompréhensible qu'on mette autant d'argent, par exemple, pour essayer de soigner des cancers, pour essayer de gagner 3 mois d'espérance de vie. Attention, je critique pas du tout la recherche pour le cancer, je trouve que c'est extrêmement bien, mais on en est parfois à trouver des essais cliniques qui sont positifs parce qu'on a 3 mois d'espérance de vie supplémentaire sur certaines tumeurs, ce qui est très bien, ce qui est toujours ça de prix, et ça ouvre la voie à des thérapies beaucoup plus innovantes qui permettront de gagner beaucoup plus, donc il ne faut surtout pas arrêter ça. Mais d'un autre côté, prendre en charge mieux et faire de la recherche sur de la psychiatrie, des troubles addictifs, etc., pour faire en sorte que les gens ne fument pas, ne boivent pas d'alcool, etc., et donc ne développent pas de cancer, ça, on ne le fait pas. On verra tout à l'heure dans notre entretien. Pourtant, il y a des pistes beaucoup plus simples qu'on ne le croit d'évolution. Ce n'est pas juste des recherches. Il y aura de la recherche aussi, mais il y a aussi un blocage conceptuel qu'on va explorer ensuite. Mais je voulais revenir à l'étendue de la souffrance. C'est important de rappeler les chiffres que vous donnez. Le taux de suicide en France. Il reste très important. Il reste très important, même si il y a des choses qui ont été faites pour améliorer tout ça. Il faut imaginer qu'on a quasiment une personne par heure qui se suicide en France. On a des taux qui sont assez élevés. Combien de personnes par an ? Combien de personnes par an ? Je crois que vous dites 800 000 personnes par an. Oui, alors pas en France, dans le monde. Ah, dans le monde, ouais, je retire ma question. On a quasiment 1 million de personnes. En fait, quand on regarde un peu tout, on a quasiment 1 million de personnes dans le monde qui se suicident tous les ans. Donc c'est plus que des grandes villes françaises qui disparaissent d'un seul coup. Et oui, donc ça fait des chiffres qui sont quand même ahurissants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura 25 personnes. Aujourd'hui, 25 personnes en France vont se suicider. Alors 25 personnes en France vont se suicider, exactement. Donc c'est quand même... Et 10 fois plus de tentatives de suicide. Voilà. Donc, et par ailleurs, il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que dans les chiffres sur le suicide, il y a énormément de chiffres en fait, qu'on ne prend pas en compte. C'est-à-dire que quand on donne ces chiffres-là sur 1 million dans le monde, en fait, on sous-estime le fait que dans plein de pays, les registres sur le sujet sont absolument pas correctement tenus. Et puis surtout, on oublie aussi de dire que très souvent, pour des raisons justement de stigmatisation ou des raisons parfois assurantielles, des raisons X ou Y, il y a énormément de suicides à côté desquels on passe. C'est-à-dire qu'on ne les considère pas comme des suicides. Un accident de la route, quelqu'un qui se précipite, etc. On va considérer que c'est un accident et pas que c'était un suicide. Voilà, ça aussi, c'est des problématiques. C'est très fortement, probablement, sous-estimé. Vous dites ce que je trouve aussi qui est pas dit, que le suicide, c'est la première cause de mortalité maternelle dans la première année du postpartum. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu. Mais oui, dans la première année du postpartum, le risque principal pour la femme, c'est la dépression du postpartum. Et la conséquence de la dépression du postpartum, malheureusement, c'est le suicide. Et ce que les gens savent moins aussi, c'est qu'un enfant dont la mère s'est suicidée dans le postpartum a un risque, lui aussi, de mourir, multiplié par 3 à 5 avant l'âge de 5 ans. Ce qui veut dire que c'est dramatique. Bah, évidemment, un suicide, c'est dramatique pour n'importe quelle famille. Mais un enfant qui perd sa mère d'un suicide dans le postpartum a une espérance, enfin en tout cas a un risque lui aussi beaucoup plus important de développer quelque chose de grave et de mourir dans le postpartum dans les 5 ans qui viennent. Oui, pourquoi c'est si peu su ? On parle beaucoup du suicide, mais parce qu'on est confronté à l'impuissance devant le suicide, au lieu de se dire ça pourrait être... Le suicide, sa cause principale, c'est les troubles psychiatriques. C'est-à-dire que dans la majorité des cas de suicide, c'est rarissime qu'il y ait des suicides sans troubles psychiatriques avant ou émergents à ce moment-là. Si on traitait les dépressions comme il fallait, si on mettait vraiment le paquet pour traiter les dépressions, on réduirait probablement le nombre de suicides. Alors, il y a une problématique qui est à la fois biologique, psychologique, environnementale. Il y a tout ça se mélange évidemment pour faire que quelqu'un, à un moment, finit par arriver à un suicide. Mais déjà, si on arrivait à prendre en charge de manière beaucoup plus active ces patients et à traiter de manière plus active les dépressions, forcément, on réduirait le nombre de suicides. Et quand je dis les prendre en charge, déjà, il faudrait pouvoir les dépister de manière beaucoup plus rigoureuse, pouvoir les orienter dans des parcours de soins, pouvoir les soutenir, etc. Et ça, on va en discuter quand on parlera de l'état de la médecine et de la psychiatrie. Mais actuellement, on n'est pas capable de faire correctement ce job, ni de dépistage, ni de prise en charge. La dépression, c'est pas juste quelques personnes. Vous dites que c'est un adulte sur 10. C'est 10% de la population qui, à un moment, fait un épisode dépressif dans sa vie.
Donc c'est effectivement un chiffre assez important. Quand on regarde la population française actuelle, on a à peu près 10% de la population qui souffre activement de troubles dépressifs. Alors à différents niveaux, ça peut être fluctuant, etc. Donc ça c'est un peu des photographies qu'on a prises à certains instants T pour évaluer et pour essayer de dépister les troubles psychiatriques en population générale. Il n'empêche qu'on est sur des chiffres très importants. Là j'ai posé une question complètement naïve, un peu de béotien, mais pourquoi il y a tant de dépression et de suicide? Est-ce que ça a toujours été le cas? C'est inhérent à la nature humaine, ou est-ce que... Quand on regarde les textes d'Hippocrate, il y a le traité de la maladie sacrée qu'il avait écrit. Dedans, il décrit de manière admirable et avec des mots qui ressemblent à ce que nous, on peut décrire, les mélancolies. Et donc, du coup, ce qu'il appelle les mélancolies, en fait, c'est un épisode dépressif sévère avec presque des caractéristiques psychotiques. Et ça, il le décrit admirablement bien. Autrement dit, la dépression, c'est quelque chose, oui, qui a toujours existé. La dépression, c'est une réaction du cerveau à quelque chose, un stress externe qui est prolongé et qui est trop important, à des dysfonctions internes. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont absolument aucun problème dans la vie, qui ont toute une stabilité parfaite, qui n'ont jamais eu de problème dans l'enfance, qui ont un environnement qui leur convient. Alors évidemment, certains vont dire peut-être qu'inconsciemment, il y a des choses qui ne leur conviennent pas et que c'est pour ça. Mais il y en a beaucoup pour lesquels on ne trouve vraiment aucun facteur précipitant et qui font des dépressions sévérissimes et parfois récurrentes. Autrement dit, il y a une dimension biologique. La dépression est une maladie du cerveau et chez certaines personnes, elle est favorisée par l'environnement, par des traits psychologiques. Pour d'autres, elle est essentiellement biologique. Moi, ce que je dis souvent à mes patients, c'est que la dépression, elle est multifactorielle. Il y a certaines personnes, elle va être à 99% biologique, à 0,1 à 0,5% psychologique, 0,5% environnemental. Pour d'autres, ça sera 33, 33, 33. Pour d'autres, ça sera 50, 25, 25. On ne peut pas savoir cette répartition, en fait, en fonction des gens. Il y a des gens, c'est majoritairement psychologique. Il y a des gens, c'est majoritairement social et environnemental. Il y a des gens, c'est majoritairement biologique. Et ça, pour l'instant, on a quand même beaucoup de mal à savoir comment trouver ça. Et c'est dommage parce que ça nous permettrait probablement de beaucoup mieux personnaliser les traitements. Ça nous permettrait de beaucoup mieux savoir quoi proposer en fonction. Là, actuellement, on traite les dépressions, on prend en charge les dépressions par le biais des symptômes. Un patient vient nous voir, il a un certain nombre de symptômes dépressifs et on essaie de traiter finalement ces 3 dimensions en même temps. C'est-à-dire qu'on va lui proposer de la psychothérapie, on va lui proposer un travail sur le stress environnemental et la gestion des facteurs de stress qu'il peut avoir dans son environnement, donc d'agir sur l'environnement. Et puis on va lui proposer une approche médicamenteuse et biologique. C'est un peu ça l'approche actuelle qu'on dit intégrative. On prend en charge l'aspect biopsychosocial de la dépression. Est-ce qu'il faut mettre le paquet sur la psychothérapie pour certains patients? Probablement que oui. Est-ce qu'il faudrait mettre le paquet sur l'aspect biologique pour d'autres? Probablement que oui. Le problème, c'est de savoir pour qui il faut faire quoi. Et ça, c'est pas si simple que ça actuellement. Il y a énormément de travaux en médecine prédictive, médecine personnalisée, psychiatrie de précision, etc., qui essayent justement de comprendre pour un individu donné ce qu'il lui faudrait spécifiquement. Pour l'instant, ça c'est pas encore complètement abouti, même s'il y a des choses c'est tellement important que vous disiez ça. C'est tellement... Parce que dans le monde, en général, c'est soit il faut prendre soit c'est la psychothérapie qu'il faut, soit on va dire il faut prendre des médicaments, avoir ce regard que vous avez, que ça dépend. C'est un mélange des trois. Que c'est vraiment... Ça, je pense que alors là, déjà, ce qu'on dit avant, de voir la gravité, il y a une sorte de tabou, mais alors là, d'arriver à comprendre ce que vous venez de dire, je crois que là, il y a vraiment un vrai obstacle. Ah, il y a un énorme obstacle. Le cerveau... En plus, on a l'impression que tout le monde s'est figé sur des chapelles. Bien sûr, on peut pas cliver les gens. Une personne, c'est un cerveau qui est en lien avec son corps, qui est en lien avec son environnement, qui est en lien avec ses pensées, etc. On ne peut pas se dire on va juste traiter les pensées. Ou on ne peut pas dire on va juste traiter le corps. Ça serait trop facile si jamais pour traiter une dépression, il suffisait de se mettre au sport. Mais pour certains patients, ça marche. Il y a certains patients où effectivement c'est l'activité physique qui va les aider à produire suffisamment de choses, etc. Et ça va fonctionner. Mais ce que je veux dire par là, c'est que d'une part, ça serait très intéressant de réussir à savoir à l'avance quelle est l'intervention principale, ou la première, ou prioriser les interventions. Et pour d'autres, il y a besoin d'un tout. Et c'est ça un peu la psychiatrie intégrative. C'est une psychiatrie qui va à la fois permettre de travailler la biologie du patient, qui va travailler les obstacles. Typiquement, moi, je travaille beaucoup sur la résistance thérapeutique. La résistance thérapeutique, c'est quoi? C'est des patients qui sont
suivis, qui sont déjà traités. Donc des fois, ils ont fait 1 ligne, 2 lignes de psychothérapie. Des fois, ils ont pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 médicaments. Ils ont eu plusieurs interventions. Des fois, ça fait des années qu'ils sont dans des parcours de soins. Et on dit que leur maladie résiste au traitement. On n'arrive pas à faire céder les symptômes. Quand on regarde les causes de résistance, il y en a évidemment plein. Il y en a qui sont biologiques. Il y en a qui sont liés par exemple à l'absorption des médicaments, il y en a qui sont liés au fait qu'on métabolise les médicaments trop vite, il y en a qui sont liés au fait que les médicaments passent pas la barrière hémato-céphalique, il y en a qui sont liés au fait que c'est pas le bon traitement tout simplement, on n'a pas réussi, un traitement c'est comme une clé dans une serrure, hein. Si jamais on n'a pas trouvé la bonne clé, eh ben effectivement ça peut ne pas fonctionner, mais il y en a c'est d'autres choses, il y en a c'est parce qu'il y a un stress environnemental qui est persistant et sur lequel on n'arrive pas à agir, il y en a d'autres c'est parce qu'ils ont des facteurs psychologiques qui font que les traitements médicamenteux en fait ont moins d'utilité que pour d'autres, et ainsi de suite. Quand on regarde les facteurs de résistance, il y en a vraiment beaucoup. Et donc c'est important de réussir à prendre ça en charge. Donc oui, il faut prendre en charge le patient dans sa globalité, à la fois le corps et l'esprit, et des fois il y a des choses qui empêchent les médicaments d'agir, au pif de l'inflammation systémique, des problématiques liées au microbiote. Il y a tout un tas de choses qui impactent finalement à la fois les symptômes et la réponse au traitement. Et si on veut pouvoir améliorer la situation de nos patients, et ça c'est quelle que soit la pathologie psychiatrique, mais je dirais même plus, c'est quelle que soit la pathologie tout court. Parce que ce que je viens de dire sur la résistance au traitement en psychiatrie, en réalité ça s'applique aussi à la résistance, je sais pas moi, un antihypertenseur dans l'hypertension. Il y a des gens, ils ont besoin de 3 antihypertenseurs, il y en a, ils ont besoin de 5, il y en a, on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il leur faut tel médicament dans telle pathologie, etc. La logique est la même. Il faut qu'on trouve le pourquoi. Des fois, c'est parce que c'est pas la bonne cible. Des fois, c'est parce qu'il y a des choses qui empêchent le médicament de fonctionner. Des fois, c'est etc., etc. Donc, c'est vers ça qu'on est en train de s'orienter en psychiatrie. Et à mon avis, c'est une partie de la réponse qui permettra de mieux prendre en charge nos patients. Vous dites, et je pense que c'est très profond, que comme la souffrance psychique est moins visible, moins spectaculaire, moins immédiatement mesurable, et c'est peut-être pour ça qu'elles ne sont pas mieux traitées. Les gens espèrent toujours, effectivement, pouvoir passer à côté. Comme c'est pas quelque chose qui se voit, la maladie, dans un grand nombre de cas, et dans certains nombres de cas, ça se voit évidemment, mais dans un grand nombre de cas, la souffrance peut être tue, la souffrance peut être interne, la souffrance peut être masquée, ou des gens peuvent faire bonne figure ou faire semblant, etc. Puis c'est moins objectif que si j'ai une tumeur. Il y a la radio, on la voit, bien sûr. La dépression, c'est un diagnostic, il y a un côté, voilà. Bien sûr. C'est pour ça que dans le futur, à mon avis, tout ce qui va être neuroimagerie fonctionnelle, qui va permettre réellement de montrer presque sur une imagerie les dysfonctions cérébrales, aura de la valeur. Les tests biologiques, il y a des gens qui travaillent sur des tests biologiques diagnostiques de dépression, de troubles bipolaires et de choses comme ça. Ça aussi, ça aura sûrement de la valeur. Donc, pour l'instant, on a réussi à mettre au point. Je savais qu'il y avait beaucoup de recherches pour essayer de mettre un test pour la bipolarité. Il y a un test actuellement qui est commercialisé pour la bipolarité, qui a une sensibilité, spécificité de 80%. Donc ça veut dire qu'il y a encore un des cas où ça peut se tromper. Il n'est pas remboursé actuellement, ce test. Donc il est difficilement accessible à tout le monde. Pourquoi il n'est pas remboursé ? Eh ben, c'est une vraie question. Je pense qu'il faut qu'il y ait peut-être plus d'études qui montrent un intérêt médico-économique. Mais après, si on rentre dans le champ de pour quelles raisons les choses sont remboursées ou pas en France, là, on rentre dans un tunnel qui peut être un peu loin à explorer. Il y a pas mal de choses en psychiatrie en France qui devraient être remboursées et qui ne le sont pas. On va voir pourquoi c'est très problématique. Donc là, on a essayé de montrer qu'il y a une vraie souffrance, pourquoi on ne la voit pas, pourquoi la voir, la prendre en compte, avoir une vraie politique pour échanger les choses. Alors, les gens souffrent, mais les psychiatres souffrent aussi. La psychiatrie, malheureusement, c'est une spécialité qui, actuellement, est un peu considérée comme la dernière roue du carrosse et qui n'attire plus beaucoup les vocations. Et souvent, les gens qui ont fait médecine, c'est s'ils sont très mal classés qu'ils deviennent de psychiatres parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors, quand on regarde réellement la répartition des... En fait, il faut savoir plusieurs choses. La psychiatrie, c'est la deuxième spécialité avec le plus de gens, enfin avec le plus de postes, après la médecine générale. On a 15 000 psychiatres actuellement en France. Il y a à peu près 100 000 généralistes. Et le reste, c'est des spécialités. Il y a à peu près 200 000 médecins en France si on prend à grande maille. Ce qui fait que, voilà, évidemment, la médecine générale, c'est la première des spécialités. Et puis après, il y a la psychiatrie. Donc il y a énormément de gens. Quand on regarde un classement au niveau du concours de l'internat, ce qu'avant on appelait l'ECN, que maintenant on appelle l'EDN, etc., on se rend compte qu'il y a énormément de gens en psychiatrie
parmi les premiers, dans les 2000, 3000 premiers, évidemment, il y a plein de gens qui prennent. Heureusement que toutes les postes, toutes les places en psychiatrie ne sont pas prises dans la fin du classement. Mais le rang médian est très décalé, effectivement, vers la fin. Et il y a souvent cette idée que, oui, les gens qui veulent impérativement avoir une spécialité et qui ne veulent pas faire de médecine générale ou qui ne veulent pas faire d'autres types de spécialités vont choisir la psychiatrie parce qu'on sait qu'il y a des postes. En gros, c'est une spécialité où, en fait, on ne remplit pas l'intégralité des postes. Il y a toujours plus de postes que de candidats. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que ça explique qu'il y ait beaucoup de postes vers la fin qui soient pris par des gens qui sont moins bien classés que d'autres à l'internat. Après, on peut revenir sur la validité de ce que c'est qu'un classement d'internat, etc. hein. Mais toujours pour dire que la psychiatrie, on lui colle une image qui est assez négative. C'est vrai que quand on interroge un peu les externes, donc les externes, c'est les étudiants en médecine, et qu'on leur demande ce qu'ils pensent de la psychiatrie, en fait, ils ont les mêmes clichés que ceux qu'on retrouve dans la population générale. Donc, ils ont une vision du psychiatre qui est soit très psychanalytique, donc en fait, ils confondent psychiatre, psychologie, psychanalyse, ou alors ils ont une vision du psychiatre geôlier, c'est-à-dire le psychiatre qui enferme, qui met les gens sous camisole chimique ou même physique. Et donc, ils sont partagés entre une vision un peu comme ça d'un psychiatre dans un cabinet huppé qui reçoit des gens pour de la psychothérapie analytique, et une vision de la psychiatrie qui est en gros la psychiatrie asilaire où on enferme les gens. Le moyen de leur faire changer un peu d'idée, c'est de les faire passer en stage. La majorité des gens, des externes qui passent en stage de psychiatrie, il y en a quand même beaucoup qui changent d'avis, il y en a beaucoup qui changent d'opinion, et il y en a beaucoup qui finalement se décident à faire de la psychiatrie parce qu'ils ont été, ils ont apprécié leur stage de psychiatrie. Donc c'est important de les informer, c'est important de travailler sur les idées reçues. Il y a aussi un point qui est important et qu'on ne peut pas négliger, c'est que les salaires jouent quand même particulièrement dans le choix actuellement des spécialités. Les spécialités les mieux rémunérées sont choisies en premier, les spécialités les moins bien rémunérées sont choisies en dernier. C'est un vrai enjeu. Alors on pourrait dire, c'est pas normal, les gens devraient faire de la médecine par vocation et le salaire, les revenus ne devraient pas du tout être en cause quand on fait le choix de sa spécialité. La réalité, c'est que les gens, c'est des humains. Et que quand ils ont travaillé pendant 10 ans, enfin quand ils savent qu'ils vont travailler pendant 10 ans et qu'après ils vont avoir aussi des années pas si simples que ça, parce qu'un travail comme médecin, c'est pas si simple que ça, ils se disent qu'ils ont envie d'avoir une très bonne qualité de vie. Et donc quand ils regardent les classements des revenus, effectivement, ça leur arrive, ils choisissent souvent aussi en fonction de cet aspect-là, en fonction de la ville, en fonction de la spécialité, en fonction des revenus, en fonction de leur imaginaire par rapport à une spécialité. Il y a énormément de choses qui rentrent en cause quand on va faire son choix de spécialité. Et oui, du coup, la psychiatrie a quand même encore cette image assez négative contre laquelle il faut impérativement se battre parce que je pense que c'est une des plus belles spécialités du monde et qui a un avenir qui est, si jamais en tout cas on met les moyens dedans, a un bel avenir devant elle parce qu'il y a énormément de choses à faire en recherche, il y a des traitements beaucoup plus efficaces qu'on va réussir à trouver. C'est une spécialité qui, par certains aspects, va de nouveau se recoller à la neurologie, probablement sur certains aspects, mais qui gardera quand même toujours ce côté psychothérapie humaniste qui peut plaire aussi à un certain nombre de gens. Donc voilà, c'est une belle fusion finalement. C'est une médecine assez globale, la psychiatrie, et pour lesquelles en plus on peut vraiment trouver tout ce qu'on veut. Si on a envie de faire vraiment que des choses très très médicales en psychiatrie, on peut le faire. Si on veut faire des choses très orientées psychologie, on peut le faire aussi. Si on veut faire de la recherche, on peut le faire. Si on veut travailler... Enfin, la psychiatrie, c'est une spécialité qui a vraiment plein de visages. Donc, c'est une spécialité qui pourrait recruter. Mais, effectivement, elle est mal vue, elle est mal considérée, elle est mal rémunérée. Et donc, pour l'instant, elle n'attire pas. Et les psychiatres sont assez en souffrance, notamment dans le public, où là, il y a des choses assez scandaleuses. On avait une psychiatrie qui pouvait... qui fonctionnait pas si mal que ça pendant toute une période, en tout cas qui avait fait du mieux possible pour essayer de se structurer, pour essayer de sectoriser certaines choses. Alors on peut revenir sur l'intérêt du secteur psychiatrique ou pas. Le secteur psychiatrique, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est le fait qu'on découpe les territoires de manière à ce que chaque patient ait un endroit de référence, un hôpital psychiatrique de secteur et un CMP de secteur, etc. Donc en fait, ça permettait de découper la carte pour offrir à tout le monde des soins proches de chez lui, de manière à avoir des équipes qu'ils connaissent et qui puissent... voilà. Ça peut fonctionner quand il y a du monde. Ça peut fonctionner quand il y a des bras qui fonctionnent, qui portent le secteur. J'avais dit à un moment, le secteur, c'est comme un immense paquebot
Mais si jamais il n'y a plus aucun matelot à l'intérieur, comment on fait en fait? C'est un paquebot qui est un peu à la dérive. Et donc le secteur, ça pourrait être un bel outil, mais il faudrait qu'il y ait des moyens. Il faudrait qu'il y ait plus de médecins, il faudrait qu'il y ait plus d'infirmiers, il faudrait qu'il y ait plus de moyens, etc. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et donc du coup, on décrit la psychiatrie un peu comme un champ de ruines. On dit que dans le secteur, il y a un médecin pour je ne sais pas combien de patients. Il y a certains hôpitaux de secteur où même des fois, il n'y a plus de médecins certains jours. Et donc du coup, il y a un médecin qui passe faire les visites de temps en temps. Ou alors il se débrouille de manière à refaire les certificats quand il faut, etc. Enfin, c'est juste pas possible. On a dégradé de manière importante la psychiatrie. Et donc il va falloir faire quelque chose si vraiment on veut que la psychiatrie reprenne sa place. Clairement. Vous montrez un tableau des 10 médicaments les plus remboursés en France. Qu'est-ce que ce tableau montre? Et en quoi il est très révélateur et nous libère de beaucoup d'idées reçues? Déjà, ça nous montre que dedans, il n'y a aucun traitement psychiatrique. Donc ça veut dire que l'essentiel des remboursements des 10 médicaments les plus importants vont vers d'autres types de traitements. Il y a des traitements évidemment en oncologie, il y a des traitements en cardiologie, etc. Mais une chose est sûre, ce n'est pas les traitements psychiatriques qui font partie des plus grosses dépenses malgré tout. Et ça, il y a plein d'idées reçues sur les traitements en psychiatrie, puisque très souvent on entend dire la France est la championne du monde des psychotropes, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Ouais, alors ça, tout le monde le dit. D'où vient cette idée et pourquoi c'est faux? Alors parce que fut un temps, c'était pas totalement faux. Il faut distinguer deux choses. Il y a d'un côté les antidépresseurs, d'un autre côté les anxiolytiques. Les gens en général confondent un peu les deux. Déjà, on met un peu tous les psychotropes dans le même panier, ce qui a absolument aucun sens. Et donc, en réalité, sur les antidépresseurs, ça fait un bon moment que la France est sortie du top 10. Donc, on n'est même plus dans le top 10. Donc, on ne peut pas dire que la France est le pays le plus consommateur d'antidépresseurs. Ça, c'est totalement faux. Et d'anxiolytiques? Les anxiolytiques, malheureusement, ce n'est pas encore complètement faux. On reste dans le top 3. On n'est pas premier, mais on n'est pas complètement sorti. Alors, je ne sais plus si on est dans le top 3 ou dans le top 5. Mais c'est vrai que sur les anxiolytiques, la France est un pays qui est très consommateur. Mais quand on regarde un peu dans le détail, si on demande aux patients chez qui on prescrit des anxiolytiques, il y a énormément de patients qui en ont à la maison et qui en fait en ont dans leur armoire à pharmacie, ils en ont 50 boîtes. C'est-à-dire que très souvent, on renouvelle des traitements, on marque prendre, je sais pas moi, une benzodiazépine si besoin. Je ne vais pas donner de marque, mais voilà, on dit voilà, prenez ce traitement anxiolytique en cas de besoin. Le patient va à la pharmacie, il repart avec une boîte, il refait ça tous les mois ou tous les 3 mois, et en fait, il accumule des boîtes, ce qui est très mauvais, évidemment, et puis ce qui en plus pose un risque, parce que certains patients qui à un moment peuvent avoir des idées suicidaires ont à disposition un certain nombre de traitements, et donc du coup, c'est pas une bonne chose. Donc il faut quand même réussir à distinguer la consommation réelle des patients de la consommation qu'on a dans les stats, qui en fait est une consommation de délivrance des traitements en pharmacie. Tous les Français vous diront qu'ils ont des trousses à pharmacie et qu'ils ont des armoires à pharmacie qui débordent de médicaments qui ne sont pas consommés. Moi, j'ai régulièrement des patients, à un moment, je leur dis, écoutez, faisons un bilan de là où vous en êtes des traitements, rapportez-moi tous les traitements que vous avez. Ils viennent avec des sacs entiers. Non, mais vraiment. Alors, je leur dis, des fois, ramenez ça à la pharmacie pour qu'ils s'en occupent et qu'ils le détruisent ou qu'ils fassent des choses. Mais vraiment, les gens ont tous des choses comme ça parce qu'ils disent, au cas où, peut-être ça me servira un jour, etc., etc. Ça, c'est pas uniquement avec les psychotropes. C'est valable avec, je sais pas, les boîtes de Doliprane, avec tout et n'importe quoi. L'observance actuellement des traitements, toutes pathologies confondues, pas uniquement psychiatriques, est relativement déplorable. On considère qu'il y a à peu près 50% d'inobservance. En psychiatrie, probablement même il y en a encore plus. Donc, quand on combine cet aspect de l'inobservance thérapeutique, c'est-à-dire qu'en gros, les gens, on leur prescrit un traitement, mais ils ne vont pas le prendre exactement comme on veut, ou alors même ils ne vont pas le prendre du tout, forcément, ça fait qu'il y a des boîtes qui s'accumulent quelque part. Donc il y a une différence à ce niveau-là. Et une des raisons probables de pourquoi est-ce qu'il y a autant de ventes, c'est que les gens ont un sentiment, tant les médecins que les patients, que quand ils prescrivent un médicament, c'est gratuit. Le tableau montre, vous dites que c'est une hiérarchie tacite des souffrances. En tout cas, ça montre ce que la société est prête à mettre comme argent pour rembourser des traitements. Et là, clairement, les traitements psychiatriques ne sont pas dedans. On dit que la France est un énorme pays consommateur de psychotropes, qu'il y a, il y a 10% de la population qui souffre de dépression, etc., etc. Alors, une des explications aussi, c'est que les traitements psychotropes ne coûtent rien. Là, dans les traitements en question de ce classement, il y a certains traitements qui sont extrêmement chers. Quand on voit, il y a certains traitements qui concernent, je sais pas, 5 ou 10 000 personnes et qui font des millions, voire quasiment des milliards, ou 500 millions, je ne sais plus. Donc vraiment, il y a
Il y a des choses comme ça. Moi, j'ai absolument rien contre l'idée qu'on dépense 500 millions pour qu'une dizaine de milliers de personnes puissent avoir un traitement qui leur convient. C'est une très bonne chose. Et moi, je suis très content d'être dans un pays qui permet de faire ça. Mais par contre, j'aimerais aussi être dans un pays où, quand on a 10% de la population qui souffre de troubles psychiatriques, dont à peu près 40%, en tout cas de troubles dépressifs, dont environ 40% qui sont, entre guillemets, résistants au traitement, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé le bon traitement pour eux, qu'on mette le paquet, quand même, pour essayer de trouver des traitements qui leur conviennent. Et donc qu'on rembourse peut-être plus de choses en psychiatrie. Il faut savoir qu'il y a une dizaine de molécules qui sont disponibles à peu près partout autour de la France, donc dans les pays limitrophes, aux États-Unis, en Australie, au Japon, etc., qu'en France, on n'a pas. Comme quoi, par exemple? Pas forcément les noms, mais quel type de molécules? Oui, certains antidépresseurs, certains antipsychotiques. Pourquoi? Parce qu'on considère en France, en tout cas les tutelles ont fait le choix de considérer que si le médicament dans les essais cliniques ne montrait pas une vraie supériorité à d'autres traitements, c'était comme s'il n'apportait rien. Autrement dit, on compare deux traitements, on compare deux études entre elles, et on regarde le taux d'efficacité du traitement. Et ils disent, puisque ce nouveau traitement a le même taux d'efficacité que le traitement d'avant, on considère que ce n'est pas une nouveauté, ça n'apporte rien, donc du coup, il n'y a aucune obligation de le rembourser. Ça, c'est une vision des choses qui va totalement à l'encontre de ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je disais qu'on était plutôt dans une médecine un peu personnalisée, et qu'en fait, on a besoin de trouver le bon traitement pour la bonne personne. Il y a des gens qui vont répondre au traitement numéro 1, il y a des gens qui vont répondre au traitement numéro 2. Et c'est pas forcément les mêmes. Donc si on a un traitement qui aide, 40% des gens, et qu'on a un autre traitement qui aide 40% des gens, en fait, c'est pas la même chose. En réalité, probablement que si on avait les deux à disposition, peut-être qu'on pourrait aider 60% des gens. Parce qu'il y a des gens qui répondent pas à l'un et qui vont répondre à l'autre. Moi, je trouve que ce que vous dites là, c'est tellement important. Logiquement et rationnellement, je pense que là, on met le doigt sur l'aveuglement de la prétendue rationalité de beaucoup de la médecine. Totalement. Parce qu'on veut tout montrer des études, mais du coup, c'est d'une généralité. On a soi-disant une preuve, mais c'est d'une telle généralité qu'on perd un nombre de chances incalculable. C'est des stats. En fait, on fait de la médecine avec des stats en disant ce traitement, il aide dans tant de pourcentage. Vous avez raison. Et on ne regarde pas de manière personnalisée. Pourquoi? Vous avez tout à fait raison. Moi, je pense que c'est un des problèmes majeurs. On confond, là c'est le philosophe qui parle, mais on confond rationalité et statistique. Et c'est vraiment un des grands points d'aveuglement, un des grands points aveugles du discours de la médecine actuelle. On comprend qu'elles veulent se prémunir contre n'importe quoi, mais à force de se prémunir, elle fait une autre erreur monumentale. Il y a des pertes de chance à cause de ça pour un certain nombre de patients. Et là, quand vous dites perte de chance, c'est vraiment perte de chance. C'est-à-dire qu'il y a des gens y a des gens qui, tous les jours, sont au fond du trou, certains qui meurent. Je pense que beaucoup de gens ont connu des gens qui sont suicidés parce qu'ils n'ont pas pu être pris en charge correctement. Ça a des conséquences dramatiques pour beaucoup de gens de ne pas avoir un arsenal thérapeutique digne de ce nom. C'est-à-dire qu'on a un arsenal thérapeutique qui est important en France. On ne va pas dire non plus qu'on n'a pas de traitement disponible. Mais quand il y a des nouveaux traitements ou quand il y a des traitements qui pourraient apporter un bénéfice supplémentaire, juste se faire répondre non, mais il n'a pas apporté un bénéfice supérieur et donc du coup on ne le rembourse pas, sans prendre en compte le fait que pour certains patients, il pourrait faire vraiment toute la différence, c'est condamner ces patients effectivement à ne pas avoir le bon traitement. Donc on peut se dire, mais c'est une fraction de la population, ou on peut se dire, en fait, comme on n'a pas de stats, on ne peut pas savoir si c'est 10%, 20% des gens qui auraient bénéficié de ce traitement et pas d'un autre. Ça, on n'a pas d'études, on ne peut pas savoir ce genre de choses. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il y a des patients qui n'ont pas le choix et qui partent dans d'autres pays pour récupérer ces traitements-là. Donc on a régulièrement des gens qui viennent nous voir en consultation et qui nous disent, moi, je vais me fournir en Espagne, en Belgique, au Canada. Par exemple, d'autres formes de traitement d'antidépresseurs, vous avez dit. Qu'est-ce qu'ils vont chercher le plus souvent ? Oui, c'est plutôt sur... Alors moi, j'ai un biais de recrutement puisque je m'occupe essentiellement des troubles de l'humeur. Donc du coup, pour moi, c'est effectivement plutôt des antidépresseurs, des psychostimulants. Il y a des antidépresseurs qui marchent pour certains types de populations, et donc des gens sont obligés d'aller chercher dans d'autres pays pour les trouver. Ouais. Et pareil, il y a des choses où c'est des traitements qui... soit qu'on a en autorisation temporaire d'utilisation, soit qu'on n'a pas remboursé, par exemple. En France, il y a un antidépresseur, qui est le 3e antidépresseur le plus vendu au monde, qui en France a l'autorisation de mise sur le marché pour le sevrage tabagique, et qui ne l'a pas pour la dépression. Oui, je sais, ça c'est vraiment... C'est très, très... C'est étonnant quand même.
C'est quand même le 3e antidépresseur le plus vendu au monde. Aux États-Unis, je crois que c'est même le 2e. Et En France, il est autorisé uniquement pour arrêter de fumer. pour arrêter de fumer. Donc ça veut dire que les gens, quand on veut leur Parce que prescrire c'est ce un même traitement... médicament qui est à la fois antidépresseur et qui arrête de fumer. Exactement. Et du coup, il n'est pas remboursé. Alors que chez certains patients, c'est le seul qui marche. Là, c'est complètement étrange. Après, il y a d'autres médicaments, comme les IMAO, qui sont un peu lourds à donner, qui demandent un peu de suivi, donc qui sont autorisés dans beaucoup de pays. Alors ça, on les a en France. En France, ça dépend lesquels. On les a, on en a 3. Enfin, on a le Nardil et on a le Parnat. On n'a plus le Marsilide, alors que dans plein de pays, ça fait des miracles. Oui, mais alors je crois que le Marsilide, pour le coup, on l'a plus nulle part. Malheureusement, je crois que c'est un arrêt de commercialisation du Marsilide. Il faudrait vérifier sur ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on l'a plus en France depuis un bon moment. Il a été remplacé, ça fait quasiment 10 ans, par le Nardil et par le Parnat. Et ça, on peut les prescrire, mais en autorisation temporaire d'utilisation, Oui, enfin ce qu'on appelle maintenant l'AAC, l'accès compassionnel. Et accès compassionnel. il faut avoir un pied à l'hôpital pour pouvoir le prescrire, puisque c'est un médicament de réserve hospitalière, donc il faut passer par une pharmacie hospitalière, etc. Donc c'est pas simple. Alors que oui, c'est des traitements qui peuvent aider de manière admirable un certain nombre de patients, sur lesquels on a pas mal de gens qui ont des craintes, parce que vous savez, il faut suivre un régime alimentaire particulier, sinon on a un risque de crise hypertensive et de choses comme ça. Mais quand le régime est bien suivi, c'est des traitements étonnamment qui ont assez peu d'effets indésirables. En tout cas, moi j'ai beaucoup de patients sous IMAO. Je trouve qu'il n'y a pas plus d'effets indésirables avec les IMAO qu'avec d'autres types de traitements. Alors qu'on peut dire en gros, la plupart, à cause de cette lourdeur, très rares sont les psychiatres qui prescrivent des IMAO en France, alors que dans d'autres pays, c'est vraiment une classe thérapeutique fondamentale. Je donne juste cet exemple-là, qui est un peu technique pour les gens qui nous écoutent, mais juste pour montrer... En France, c'est réservé à un petit pool de médecins hospitaliers en général. Parce que les médicaments sont uniquement délivrables à la pharmacie de l'hôpital. Exactement. Et pas dans une pharmacie. Donc vous montrez que c'est toute autre manière d'évaluer les traitements et les médicaments qui est obsolète. Vous appelez vraiment à un changement très radical. Parce que votre propos, c'est pas juste dire il faut juste plus d'argent. Donc il faut plus d'argent, il y a un vrai problème social. Mais là où je trouve vraiment pointu, saisissant ce que vous dites, c'est qu'il faut changer notre manière d'évaluer. Si on reste avec notre manière d'évaluation des traitements, on va pas avancer, les gens souffrent, et on se cache derrière une pseudo-rationalité qui est en fait plutôt statistique, et on est en train d'empêcher de soigner des millions de gens. C'est exactement ça. La logique voudrait être de dire que, en psychiatrie notamment, vu les dégâts des troubles psychiatriques sur l'espérance de vie, sur la trajectoire de vie, sur la qualité de vie, etc., on devrait élargir notre arsenal thérapeutique. Et il faut comprendre une chose, c'est que je ne vois pas en quoi la France serait meilleure que tous les autres pays dans l'évaluation des traitements. La France, elle a de très beaux instituts qui permettent de faire de la très belle recherche. Pour autant, les Anglais, les Allemands, les Américains, etc., eux aussi, ils ont de très beaux instituts qui permettent de faire de belles recherches. Eux, ils légitiment des médicaments, mais nous, non. C'est pas cette réduction de l'évaluation n'a pas lieu dans tous les pays de manière aussi extrême qu'en France. Et donc, on refuse, au fond, on ferme la porte à beaucoup d'innovations. Oui, et je pense qu'en fait, il faudrait repenser le système de remboursement et de prescription, parce qu'on pourrait tout à fait imaginer un système où il faudrait justifier dans un certain nombre de cas. Imaginons des traitements qu'on n'a pas en France et que les tutelles ne souhaitent pas rembourser pour X ou Y raison. On pourrait tout à fait imaginer qu'on puisse, dans certains cas, argumenter et autoriser finalement un remboursement presque au cas par cas. Alors je dis pas du tout que c'est la bonne solution. Peut-être qu'il faudrait rembourser de manière automatique et large tous les traitements qui sont autorisés dans le monde dans cette indication de la dépression ou qui ont vraiment des études qui montrent, etc. Mais on pourrait imaginer un système un peu intermédiaire où effectivement on argumenterait pour certains traitements. Donc c'est un peu ce qui se passe pour les AAC, donc pour les médicaments en ATU, les IMAO, etc. On pourrait imaginer faire quelque chose un peu similaire mais accessible via la ville, de manière à ce qu'on puisse prescrire des médicaments qu'actuellement les patients sont obligés d'aller chercher au Canada, en Belgique ou ailleurs. Ça n'a pas de sens. Alors qu'en plus, les pharmaciens pourraient totalement les importer, pourraient totalement, etc., etc. Alors peut-être qu'il ne faut pas en importer des quantités folles parce qu'effectivement, ça ne va pas forcément servir à toute la population. Mais il y a des patients pour lesquels ça leur sauve la vie. Et je ne vois pas pour quelle raison on dépenserait des millions d'euros pour sauver la vie de quelqu'un qui a un cancer en phase terminale, etc.,
pourquoi sa vie vaudrait plus que celle d'un jeune de 30 ans en dépression résistante qui va mourir dans l'année en se suicidant? Il n'y a aucune raison, en fait. C'est clair. Et donc, il y a les médicaments qui sont très restreints, et puis il y a toute l'innovation. Et là, il y a un problème majeur en psychiatrie, c'est que on n'a pas beaucoup de nouveaux traitements depuis longtemps, alors que par ailleurs, il y a plein d'innovations. J'en ai déjà parlé souvent sur ma chaîne, par exemple, les psychédéliques, l'usage dans de nombreux pays. Mais vous travaillez sur la neurostimulation. Il y a plein de tentatives de gens qui tentent des innovations dont on voit que ça peut sauver des vies. Et je trouve que, dans n'importe, comme vous avez raison, quand on prend en compte tout ce qu'on a dit avant, pour n'importe quelle autre maladie, on dirait oui, mais l'innovation, ça vaut la peine d'essayer. Il y a des protocoles particuliers qui sont faits pour le cancer. Et pour quelle raison quelqu'un qui souffre d'un trouble aussi mortel qu'une tumeur dans un certain nombre de cas n'aurait pas le droit d'avoir accès à ces innovations? Ah oui, alors moi, je trouve ça inadmissible. Pour les psychédéliques, quand on voit l'impact que ça a dans plein de troubles, plein d'études l'ont montré, enfin maintenant ça commence à être vraiment très bien documenté, il devrait y avoir, c'est invraisemblable qu'en France, il n'y a pas des protocoles pour aider certains cas de gens qui sont résistants à tout traitement et qui sont dans une situation de détresse. Moi, je parle des psychédéliques parce que je connais. On va parler un peu après de la neurostimulation. Mais même sur les psychédéliques, alors là, actuellement, la France est en train de se positionner, mais comme elle a tendance un peu à faire, avec des essais cliniques en cours. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont déjà faites dans d'autres pays, qui sont déjà presque pas forcément remboursées, mais qui sont déjà vraiment accessibles assez facilement ailleurs. Et la France reste toujours extrêmement cloisonnée et réticente. C'est un peu le village gaulois, sauf que là, c'est pas dans le bon sens. Et donc, du coup, on refuse de voir ce qui se fait ailleurs et on se dit qu'il faut refaire des études. Alors, il y a des études multicentriques internationales qui sont en cours sur les psychédéliques, notamment sur la psilocybine, sur le LSD et des choses comme ça. Il y a la kétamine, qui est un truc qui, pour le coup, est déjà utilisé en France depuis une dizaine d'années, assez facilement, mais qui est de réserve hospitalière également. Sur la kétamine, par exemple, là, il vient d'y avoir un cadre d'accès compassionnel qui est sorti sur la kétamine intraveineuse, dans les idées suicidaires. Ça, on pourrait considérer que c'est une vraie avancée, parce que du coup, alors c'est une vraie avancée qui, en réalité, vient donner un cadre à quelque chose qui existait déjà avant et que les gens faisaient déjà avant, en réalité. La kétamine, c'est un traitement qu'on donne en intraveineux et qui a des effets bénéfiques très rapides sur l'humeur, qui permet parfois de retirer complètement certaines idées suicidaires. Pendant longtemps. Les retirer. Et quand on fait des répétitions de séances, on peut avoir vraiment un effet qui se pérennise. Et quand on fait une seule séance, on peut avoir cet effet-là pendant un certain temps, qui malheureusement parfois s'estompe. Et donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas une piqûre qu'on doit faire tous les jours. C'est tous les mois au début. Ouais, alors souvent on fait une cure, donc souvent on en fait 1, 2 par semaine, parfois 3 par semaine, mais en général c'est souvent 2 par semaine. On fait ça pendant 2-3 semaines, 4 semaines parfois, et puis après on espace. Après on fait une phase qu'on appelle de consolidation, où on va espacer tranquillement, et puis après des fois on fait du maintien, et donc là c'est une par mois, et puis après on peut espacer encore ou arrêter. Et donc du coup on a de la kétamine en intraveineux, qui se fait dans beaucoup d'hôpitaux, et on a de l'eskétamine qui se fait en inhalé, et qui là est un médicament qui n'est pas encore génériqué. Et donc du coup, on a ces possibilités-là, mais qui sont en réalité assez difficilement accessibles, puisqu'il faut aller dans certains hôpitaux pour pouvoir le faire, il faut aller dans certains services qui ont mis en place des choses comme ça, et qui sont actuellement débordés. C'est-à-dire que même les médecins qui travaillent dans le service, quand ils veulent faire rentrer leurs propres patients dans le service, parfois on a du mal à le faire, parce que tout simplement, il n'y a pas de place, parce que tout simplement, c'est très compliqué logistiquement à mettre en œuvre, etc. Or, dans plein de pays, la kétamine, en intraveineux, elle se fait en ville. Pourquoi Parce que c'est non. En France, on a des mesures de sécurité comme ça, qui considèrent que les médecins libéraux, même s'ils sont dans des cabinets pluridisciplinaires avec des infirmiers, etc., ne sont pas aptes apparemment à gérer ce type de traitement, alors même que les réanimateurs, les anesthésistes réanimateurs qui ont été sollicités dans le cadre de ce cadre compassionnel de traitement, ont dit que leur présence n'était absolument pas nécessaire. Alors évidemment, il faut être formé. Attention, un médecin qui n'est pas formé ne peut pas faire ça. Évidemment, il faut avoir du matériel d'urgence à disposition. On ne peut pas faire ça dans son coin. Voilà, ça nécessiterait qu'en France, les cabinets de psychiatres se structurent pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais comme c'est le cas dans plein d'autres pays.
Il y a plein de pays où la base du cabinet de psychiatre, c'est un cabinet pluridisciplinaire ou en groupe, dans lesquels ils ont accès à pas mal de choses, de la kétamine, de la neurostimulation, d'autres types de psychothérapie, etc. Donc sur la kétamine, on a tout ce problème qui est de réserve hospitalière, et puis sur les autres psychédéliques, on en est extrêmement loin en France. Donc tout ce qui est psychothérapie assistée par psychédéliques, LSD, MD et psilocybine, la France, pour l'instant, on a quelques essais cliniques en cours, mais c'est pas simple pour un patient d'en bénéficier. Et donc la plupart des patients, en fait, vont ailleurs. Ils partent dans d'autres pays quand ils ont envie de faire ça. Beaucoup d'argent, avoir les contacts. Exactement. Il faut aller en Suisse, en Hollande. En Suisse et en Hollande, essentiellement. Donc c'est vraiment... Oui. Alors sachant qu'en Suisse, pour l'instant, ils font surtout de la thérapie par kétamine aussi. Ils sont un peu moins, ils font pas trop. Mais en Hollande, par contre, effectivement, ou aux États-Unis, il y a de plus en plus d'endroits qui font ça. Vous avez beaucoup travaillé sur la psychostimulation. La neurostimulation, ça c'est une technique... Oui, la neurostimulation, excusez-moi. La neurostimulation, c'est un champ qui est assez passionnant en psychiatrie, puisque c'est l'une des seules façons qu'on a d'agir directement sur le cerveau. Donc, la neurostimulation, il y a deux grands actes. On va dire qu'il y a la neurostimulation invasive, où là c'est de la neurochirurgie. Donc on va avoir de la stimulation cérébrale profonde, ce qu'on voit par exemple dans les maladies de Parkinson, dans le TOC, dans certaines formes de pathologies comme ça. Et éventuellement dans la dépression, il y a aussi des essais en cours, où là on va carrément mettre des électrodes dans certaines zones du cerveau pour stimuler ces zones du cerveau. Donc c'est l'héritage des électrochocs, mais c'est plus... Alors non, ça c'est l'héritage, on va dire, de la psychochirurgie. C'est encore autre chose. Ouais, la stimulation cérébrale profonde, vraiment, c'est un neurochirurgien qui va implanter des électrodes en profondeur et qui va permettre à certains patients, vraiment, notamment dans les TOC et notamment dans certaines maladies neurologiques, d'avoir une sédation complète de leurs symptômes. Ça peut être très impressionnant. Par contre, ça nécessite un bloc opératoire, une anesthésie générale, un suivi très particulier. C'est une opération neurochirurgicale, donc on est vraiment sur quelque chose de compliqué à mettre en œuvre. Et pour l'instant, c'est essentiellement quelques centres en France qui font ça, plutôt dans le cadre d'essais cliniques ou dans le cadre... C'est rarement en routine en psychiatrie en tout cas. Ça, c'est ce qu'on appelle la chirurgie, enfin la neurostimulation invasive. Il y en a d'autres formes, il y a la stimulation du nerf vague, etc. Bon, il y a plusieurs choses. Mais là, ça implique une effraction cutanée et un dispositif. Et puis après, il y a la neurostimulation non invasive. Et dans la non invasive, il va y avoir la neurostimulation convulsive. Et ça, c'est les électrochocs. Donc, qui se pratiquent encore en France. Donc, ça s'appelle la sismothérapie ou l'électroconvulsivothérapie. Le terme électrochoc, à mon sens, c'est un terme assez stigmatisant. Parce on a des images absolument horribles de vol au-dessus d'un nid de coucou. Oui. Il y a deux films qui ont fait beaucoup de mal aux électrochocs, alors que c'est des films admirables. Attention, je critique pas du tout le côté cinématographique, mais on a Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui montrait une scène d'électrochoc chez quelqu'un de réveillé, de non-anesthésié à visée punitive. Donc ça, évidemment, ça n'existait pas même à l'époque, ça ne se faisait pas, mais là, ils ont montré quelque chose comme ça dans le livre, puis dans le film. Et il y a Requiem for a Dream aussi, qui est un film qui avait beaucoup marqué, où il y a une patiente également chez qui on fait des électrochocs non endormis. Puis il y a tout le témoignage d'Artaud, qui a subi beaucoup d'électrochocs, oui. et qui trouvait ça absolument monstrueux. Eh ben, la problématique de la sismothérapie, du coup, on va plutôt l'appeler électroconvulsivothérapie ou sismothérapie. Évidemment, actuellement, elle se fait sous anesthésie générale, chez un patient qui est curarisé. L'objectif, c'est de créer une crise d'épilepsie brève, de 20 secondes, et l'enjeu de la sismothérapie, c'est de créer cette crise d'épilepsie. L'ancêtre de la sismothérapie, c'est la cure aux dérivés camphrés. C'est-à-dire qu'avant, on avait compris que c'était probablement la crise convulsive qui avait des effets bénéfiques. C'est pas le fait de faire passer du courant, c'est le fait de développer une crise convulsive. Et donc du coup, à une époque avant l'émergence de la sismothérapie, on créait des crises convulsives en faisant inhaler et en faisant ingérer des dérivés camphrés aux patients. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas du tout maîtriser ni le début de la crise, ni sa fin. Donc c'était très compliqué à gérer. Et en fait, c'était quelque chose qui fonctionnait, mais qui ne fonctionnait pas très très bien. Et puis finalement, il y a des gens qui ont vu que l'électricité, quand elle était appliquée au niveau cérébral, pouvait faire entraîner une crise de convulsion. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de faire de la sismothérapie. En quoi faire une crise de convulsion peut m'aider si je suis dépressif ?
Eh ben, dans certaines formes de dépression, notamment les formes de dépression très sévères, très mélancoliques, ou avec des caractéristiques de catatonie. Vous savez, la catatonie, c'est les gens qui arrivent même plus à bouger tellement ils sont... Enfin bon, c'est vraiment un trouble neurofonctionnel, neurologique. Hein. Ça, pour le coup, il y a vraiment une dimension vraiment très biologique dans la catatonie. Mais globalement, quand on fait de la sismothérapie, ça va entraîner plein de choses au niveau du cerveau. Une libération très importante de tout un tas de neuromédiateurs. Ça va faire que certaines choses qui étaient sur des récepteurs vont se libérer des récepteurs. Ça va entraîner des trucs au niveau neuro-hormonaux. Donc il va y avoir vraiment tout un tas d'axes qui vont se mettre en place. Ça va modifier le seuil épileptogène. Ça va faire tout un tas de choses au niveau cérébral qui font que assez rapidement, le patient va pouvoir sortir de sa dépression. Et là, pour le coup, on le voit, mais vraiment de manière très flagrante dans les centres qui pratiquent beaucoup la sismothérapie. En 3, 4, 5, 6 séances, des fois même à la première séance, le patient qui était mélancolique sur son lit et qui passait son temps à regarder le plafond en disant qu'il était déjà mort ou qu'il allait mourir, et qui ne pouvait pas se lever depuis des mois parfois, revit. Et quand je dis qu'il revit, c'est littéralement qu'il revit. Alors le problème, c'est que c'est pas non plus un traitement anodin. S'il n'y avait pas d'effet indésirable, s'il n'y avait pas d'effet secondaire, s'il n'y avait pas de problématique, probablement qu'on le ferait beaucoup plus. La réalité, c'est que malheureusement, ça entraîne un certain nombre de troubles cognitifs, notamment au niveau de la mémoire. Ça peut entraîner des problématiques. Donc, le patient est un peu confus après la séance. Il a des problèmes de mémoire, on va dire, immédiate pendant toute la période de la cure de sismothérapie, parce qu'il ne faut pas en faire qu'une seule. En général, on en fait une dizaine. Entre 4 et 16 dans les recommandations. On peut monter un peu plus éventuellement en fonction des patients. Et puis après, il peut y avoir de la maintenance, etc., de la consolidation et de la maintenance, s'il faut. Mais il y a certains patients qui ne répondent qu'à ça. C'est-à-dire qu'on a essayé tous les médicaments, y compris les IMAO, on a essayé plein de choses, et vraiment, c'est le seul traitement qui fonctionne chez eux. Donc on ne peut pas jeter ce traitement aux oubliettes en disant c'est un traitement du siècle dernier, qui est barbare, etc. C'est pas vrai. Actuellement, il se pratique en salle de réveil, avec des anesthésistes, avec des médecins formés, etc. Et donc du coup, la problématique, elle est cognitive, mnésique, et c'est un problème de tolérance, et c'est un problème lié aussi à l'anesthésie générale. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il faut faire des anesthésies générales 2 à 3 fois par semaine pendant la phase de cure. Ce qui n'est pas anodin, mais le risque, c'est le même que celui de n'importe quelle anesthésie générale. Bon. Donc oui, il peut y avoir des soucis, oui, il peut y avoir des patients qui ont des gros troubles cognitifs après ça, mais on a aussi beaucoup de patients qui nous disent « Ok, j'ai l'impression d'avoir des problèmes de mémoire, j'ai l'impression d'avoir parfois même des lacunes mnésiques, c'est-à-dire j'ai l'impression d'avoir perdu des périodes de ma vie, je me souviens plus de telle période, je me souviens plus de telle personne, ça a disparu de ma mémoire, mais j'ai plus de dépression. Et je me sens stable. Et surtout, je reprends ma vie. Donc il faut aussi à un moment peser la balance bénéfice-risque. C'est pas anodin, il y a des risques. Clairement, on le fait pas pour tout le monde, on le fait vraiment dans des situations très précises, très choisies, pour des patients chez qui on ne peut pas faire autrement. Si on a trouvé autre chose, on le fait pas. Donc en fait, à un moment, il faut aussi accepter de se dire, oui, c'est des traitements qui sont lourds, mais c'est des traitements pour lesquels parfois il n'y a pas d'alternative. Et entre laisser le patient mourir sur son lit de dénutrition ou d'escar ou de suicide, à un moment, en fait, on n'a pas trop le choix, on met ce traitement-là. Donc ça, c'est la neurostimulation convulsive. Et puis, il y a tout le champ de la neurostimulation non convulsive, qui, elle, donc, n'a pas grand-chose, finalement, à voir avec la sismothérapie, qui n'est pas du tout liée à la même logique, qui a vraiment rien à voir, qui, là, va utiliser des ondes magnétiques très localisées, par exemple. Donc ça, c'est la stimulation magnétique transcrânienne. Et puis, on va avoir après des techniques de stimulation par ultrasons focalisés qui sont en train de se développer. Donc ça, c'est encore pour aller plus en profondeur et de manière très, très localisée. Et puis après, on a des techniques un peu moins profondes, qu'on appelle la stimulation transcrânienne à courant direct, par exemple. Et là, il y a tout un tas de variétés, etc., qui, là, consiste à mettre des électrodes sur le front, qui font passer un courant, mais un courant qui est très léger, 2 mA, etc., qui en fait, ne va pas du tout avoir d'effet convulsif. Et le patient est réveillé, il est en forme. Enfin voilà, il n'y a absolument pas de souci. Le seul risque de ces électrodes, c'est que ça gratte un peu en dessous, qu'il y ait une petite rougeur cutanée. Donc on est quand même très tranquille. Et dans la neurostimulation, qui moi m'intéresse beaucoup, même si je commence à m'intéresser beaucoup aussi à la stimulation par ultrasons focalisés, c'est la stimulation magnétique transcrânienne, qui consiste à appliquer un champ magnétique de manière pas très profonde. En général, on est à 3 cm à peu près, mais ça touche du coup quand même le cerveau, sur une zone qui fait à peu près la taille d'une pièce de 2 €, pour essayer de modifier une zone cérébrale de manière très schématique, soit pour essayer d'activer cette zone, soit au contraire pour essayer de la ralentir ou de la calmer ou de l'inhiber, de manière à pouvoir moduler ce qui se passe en termes de traitement du signal neuronal dans la zone. Quand on stimule par exemple le cortex préfrontal dorsolatéral gauche, cette zone est connectée à d'autres structures cérébrales,
Et quand on augmente le métabolisme dans cette zone, eh ben, elle va avoir des effets sur des zones plus profondes, notamment au niveau du système limbique, qui est la zone des émotions. Et donc quand on fait ça de manière répétée, c'est comme si on permettait à cette zone de mieux fonctionner, et donc de mieux inhiber certaines émotions négatives, par exemple. Donc c'est quelque chose qui permet de faire de la psychiatrie de précision, parce qu'en fait, on va le faire de manière assez personnalisée, en fonction du seuil de stimulation de chaque patient, sur la zone de chaque patient. Le cortex préfrontal, il est différent, enfin voilà, il n'est pas très très loin, mais globalement, il faut quand même le cibler de manière personnalisée. Et on va appliquer un champ magnétique là-dessus, de manière à modifier le métabolisme de la zone. Et ça, en France, c'est une technique qui est développée dans à peu près tous les CHU. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on regarde bien, il y a tous les centres universitaires de psychiatrie qui sont équipés, ou presque tous. Il y a un certain nombre de cliniques qui sont équipées. Il y a à peu près une centaine ou 150 centres en France qui bénéficient de cette technique. Donc, ce n'est pas non plus une technique où il y a 2 personnes en France qui la pratiquent. C'est quand même, il y a pas mal d'équipes qui sont formées à ça. Les CHU sont formés à ça. La problématique, c'est une problématique de remboursement. Actuellement, ce n'est pas remboursé, ces techniques-là, donc ce n'est pas accessible, sauf à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, les gens ne payent pas. Mais du coup, en ville, c'est très difficilement accessible. Et à l'hôpital, il y a des mois, voire des années d'attente, parfois. Et donc, du coup, on a du mal à comprendre ces problématiques de remboursement, sachant que c'est des techniques qui sont remboursées dans d'autres pays, y compris dans des pays qui, parfois, ont des doctrines de remboursement beaucoup plus restrictives et beaucoup plus sévères qu'en France. Typiquement, c'est remboursé dans certains États américains, c'est remboursé en Allemagne, c'est remboursé au Japon, c'est remboursé en Australie, c'est remboursé dans plein de pays, ce type de technique. Et en France, pour l'instant, ça n'est pas remboursé, alors que c'est pratiqué à l'hôpital. C'est pratiqué en ville par un certain nombre de médecins qui se sont formés, qui ont investi, etc. Et du coup, les patients payent de leur poche. Donc ça crée une vraie barrière à l'entrée qui est problématique. Vous montrez qu'on refuse en France cette exploration, alors que pour les thérapies, là, ça pose aucun problème, comme ça serait sur la parole. Alors vous montrez, mais il y a plein de thérapies qui aggravent gravement, ça veut rien dire, qui aggravent les malades. Alors, en tout cas, et là, on ne parle pas du tout de ces thérapies qui rendent les gens encore plus malades. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est des thérapies qui rendent malades, mais en fait, c'est qu'il y a des patients qui, dans certains nombres de prises en charge en psychothérapie, effectivement, ne vont pas s'améliorer. Simplement, la psychothérapie ne va pas fonctionner, voire effectivement peut aggraver un certain nombre de symptômes, voire tout simplement, c'est comme la thérapie ne fonctionne pas parce que c'était pas ça qu'il fallait à ce patient, la maladie s'aggrave de manière spontanée. Et c'est un peu ce que j'appelle les effets secondaires ou les effets indésirables de la psychothérapie. C'est que dans un certain nombre de cas, la psychothérapie, elle est indispensable et c'est vraiment une pierre angulaire pour le traitement. Dans un autre nombre de cas, la psychothérapie, elle peut être aussi un frein pour trouver le bon traitement. Et il y a des patients... Alors moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai un peu un biais de recrutement puisque je m'occupe de patients pour des troubles de l'humeur résistants et donc du coup, souvent, ils viennent après un certain nombre de séquences thérapeutiques. Ils ont déjà fait de la psychothérapie. Des fois, ils ont fait plusieurs lignes de séances de psychothérapie, plusieurs types de psychothérapie, plusieurs lignes de médicaments. Et donc moi, j'ai un biais de sélection, forcément. Je vois des patients chez qui ça n'a pas bien marché. Oui, vous dites qu'entre 5 et 10% des patients présentent une aggravation clinique mesurable au cours d'un traitement psychothérapeutique. Il y a des études, effectivement, qui montrent ça. Et ça, on peut pas le nier. Mais la question, c'est comment faire pour savoir pour quel patient il va falloir une psychothérapie et quel type de psychothérapie. Ça, c'est actuellement, on n'est pas capable de faire ce genre de matching entre un patient et sa problématique et la bonne psychothérapie. Les patients, comment ils font en général ? Ils regardent sur Internet, sur certains sites de rendez-vous en ligne, ils se renseignent un peu sur Google ou que sais-je, et puis ils trouvent parfois le premier psychothérapeute venu, ils ne savent absolument pas quel type de psychothérapie il fait, ils savent absolument pas. Et moi, je vois plein de patients chez qui je leur dis, donc vous faites déjà de la psychothérapie ? Ils me disent, oui, je suis déjà en psychothérapie depuis un certain temps. Quel type de psychothérapie vous faites ? Je ne sais pas. Mais du coup, à quoi ça ressemble ? Là, ils me disent, on parle de ci, de ça, etc. Mais vous faites des exercices ensemble, vous faites, je sais pas, des jeux de rôle, il y a de l'hypnose, il y a... Non, c'est juste on discute de ce qui s'est passé cette semaine, etc. Bon. Et des fois, ça marche. Et heureusement. Sinon, je pense que... il y a une loi du marché, ce qui fait que si ça marchait pas du tout, il y aurait pas de gens qui iraient faire ce genre de choses. Si ce n'est aussi le phénomène d'emprise. Moi, je trouve qu'il faudrait parler quand même de l'emprise de beaucoup de psychothérapeutes sur leurs patients. Oui.
C'est des questions qui se posent. Je ne pense pas du tout que ce soit un phénomène d'emprise ni conscient, ni volontaire, ni quoi que ce soit. Je ne pense pas que le thérapeute, quand Non, il bien prend un sûr. patient depuis 3 ans et qu'il voit que ça avance pas, se dit il faut quand même que je le revoie la Non, semaine mais prochaine il y pour. a un système d'emprise. C'est un système qui, pour certains patients, effectivement, Vous les allez cadre dans mal, un. j'ai la réponse, vous avez tel problème. Si vous faites bien ça, alors on va trouver la solution. Ben, oui, probablement que dans un certain nombre de cas, il y a cette problématique-là. Ouais. Mais ce qui était central de votre argument, c'est l'illusion qu'une intervention non chimique serait une intervention non risquée. Et puis dès que c'est, voilà, qu'on tente par des médicaments ou Là, on par imagine transcrânien, tout de alors là, suite, nous, on n'a pas le droit. trop risqué. Voilà. Et donc c'est ça que je trouve vraiment intéressant que vous montrez. Une psychothérapie, ça peut être extrêmement risqué. Voilà, c'est ça que je trouve important. Quand on rentre dans le détail et quand on mobilise chez certains patients des traumas, quand on mobilise certains affects, quand on mobilise certaines choses, on se dit qu'on le fait pour l'aider, évidemment. À aucun moment, les thérapeutes se disent que ce qu'ils font va aggraver la situation. Donc je pense qu'ils font vraiment ça pour l'aider. Mais malheureusement, dans un certain nombre de cas, tout simplement, soit ça ne fonctionne pas, soit le patient va décompenser. Et nous, Aujourd'hui, on voit... Parler du trauma ne guérit pas et souvent retraumatise. Enfin, c'est des choses qu'on commence à comprendre et qui sont une très grande illusion de notamment nombre de schémas thérapeutiques. Dans les thérapies par la parole, dans lesquelles le patient ne fait que parler de ses traumatismes, sans qu'il y ait soit un travail fait sur le souvenir, soit un travail fait sur l'état dans lequel est le patient, soit en tout cas sans qu'il y ait un travail associé, et que c'est juste le patient qui parle de ses traumas, de manière répétée à chaque séance, etc., ça, on sait que c'est délétère. Ça, on sait que le fait de parler en permanence de ces traumatismes n'a absolument aucun bénéfice pour traiter un stress post-traumatique. On sait qu'il faut associer quelque chose. On sait que, alors soit on fait, il y a plein de types de thérapies qui sont centrées sur le trauma. Il y a le MDR, l'ICV, ACT, etc. Il y en a plein qui permettent d'améliorer effectivement la prise en charge des patients avec des traumas. Mais il faut travailler le traumatisme. On ne peut pas juste en parler, en fait. Et ça, c'est des choses... moi, j'ai des patients, je les vois dans le cadre de prise en charge de stress post-traumatique. Ils me disent, ça fait 5-6 ans que je suis en psychothérapie. Et qu'est-ce que vous avez fait ? On a parlé. Et le patient est activement en stress post-traumatique, a activement des symptômes de stress post-traumatique qui persistent et qui n'ont pas bougé depuis 5 ans. C'est problématique. Donc, à un moment, on fait une psychothérapie d'exposition sous bêta-bloquant, on essaye le MDR, on essaye des thérapies brèves, on fait autre chose. Mais c'est difficile de laisser les gens pendant plusieurs années dans des thérapies juste par la parole, si jamais ça ne fonctionne pas. Moi, je pars du principe que les thérapies par la parole ont beaucoup de sens pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que ça peut être très utile dans un certain nombre de cas. Mais on revient un peu à ce que je disais avant. Il faudrait essayer de trouver pour qui c'est utile. Et ne pas laisser les gens pendant 5 ans dans ce type de psychothérapie si ce n'est pas utile pour eux. Et pareil, laisser des gens pendant 5 ans prendre des médicaments si c'est pas utile pour eux et que c'est une psychothérapie qu'il leur faut, ça n'a aucun sens. Donc on a vraiment besoin actuellement de trouver une solution pour réfléchir mieux à l'orientation de nos patients, réfléchir mieux au parcours de soins de nos patients, faire en sorte de pouvoir mieux identifier les besoins de nos patients. Et actuellement, on n'est pas vraiment capable encore de faire ça. On prend un patient, il a des symptômes. Normalement, il lui faudrait une batterie de tests, une batterie d'examen, tout un tas de choses, etc., qui permettraient de mieux catégoriser les choses et de savoir quel type de psychothérapie, quel type de médicaments, quel type de prise en charge à côté, quel type de prise en charge nutritionnelle, quel type de... etc., pour vraiment réussir à le prendre en charge dans sa globalité. Et comme je disais tout à l'heure, il y a certains patients, ils ont besoin d'aller à fond sur la psychothérapie, d'autres, ils ont besoin d'aller à fond sur les médicaments. Et donc, du coup, pour l'instant, dans le doute, en fait, moi, ma théorie, c'est qu'il faut tout faire. On n'a pas le choix. Pour l'instant, vu qu'on n'est pas capable de dire ce qu'il faut, il faut que le patient aille à fond dans tous les champs. Il faut qu'il aille à fond dans les médicaments, à fond dans la psychothérapie, à fond dans le mode de vie, à fond dans la prise en charge des facteurs de risque, etc., etc. C'est un peu là, c'est un peu les limites de l'exercice, mais je pense que pour l'instant, on n'a pas trop d'autre choix que d'aller dans toutes les directions. Merci infiniment. Merci de votre engagement. Merci de ce que vous faites. Merci d'être venu. J'ai écrit dans mon dernier livre « Empêcher que le monde ne se défasse » et je trouve que ce que vous faites, ça empêche que le monde ne se défasse. Donc merci. Un grand merci à vous. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres
compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Ben, je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.